sûr que t'as pas 86 ans, donc tu as moins de risques. Puis tu fais attention, c'est le principal. Mais comme t'étais un peu angoissée, j'ai prévu quelque chose que j'ai fait déjà il y a 8 mois et que je m'étais promis à moi-même de le refaire plus tôt, mais bon, nos emplois du temps et tout, c'est de lire un livre, puisque je n'avais pas fini de lire le livre de la dernière fois. Désolée. Du coup, là je l'ai amené et on va peut-être le finir au bout d'un moment. Toujours le même. Du coup, tu te doutes que sans mes lunettes, déjà que je lis mal, ça va être complexe, mais je vais faire mon mieux. Alors, j'avais mis une enveloppe comme marque-page. Je te montrerai aussi les images, t'inquiète pas. Je vais le mettre comme ça, je préfère. Ready. Alors c'est parti. J'ai dû m'endormir pour de bon parce que je me suis réveillée au milieu de la matinée en sentant quelque chose me pousser le pied. J'ai ouvert un œil et découvert une petite créature humanoïde qui essayait de se cacher dans ma chaussure. Le pauvre s'était emmêlé dans mes lacets. Il était haut comme la moitié d'un enjoliveur, avait les membres raides et portait une tenue de camouflage militaire. Je l'ai regardé se débattre pendant un moment, puis devenir rigide, tel un jouet mécanique en fin de course. Après avoir délacé ma chaussure pour libérer le soldat miniature, je l'ai soulevé et retourné, cherchant la clé pour remonter son ressort. Il n'y en avait aucune. De près, il était encore plus étrange. Une grossière forme d'argile avec une empreinte de pouce à la place du visage. Apporte-le-moi, m'a crié quelqu'un. Un garçon, assis sur une souche d'arbre à la lisière de la forêt, me faisait des signes de main. Un peu comme ça, je pense. Comme je n'avais pas d'occupation très urgente, j'ai ramassé le soldat d'argile et je suis allée rejoindre son propriétaire. Une armée de ces hommes minuscules titubaient autour de lui, pareil à des robots mal en point. Alors que j'approchais, celui que je tenais s'est soudainement réanimé. Il s'est tortillé pour s'échapper. Je l'ai posé près des autres et j'ai essuyé mes mains pleines d'argile sur mon pantalon. Je m'appelle Enoch, m'a appris le garçon. C'est de toi qu'ils parlent tous. Oui, je suppose. Il a remis le soldat dans le rang. Désolé s'il t'a dérangé. Ils ne sont pas encore bien entraînés. Ils prennent des initiatives. Je les ai faits seulement la semaine dernière. Il s'exprimait avec un léger accent cockney. Des cernes noires entouraient ses yeux, semblables à ceux d'un raton laveur, et sa salopette était maculée d'argile. S'il avait eu le visage moins rond, on l'aurait pris pour un ramoneur tout droit sorti d'Oliver Twist. C'est toi qui les as créés, ai-je demandé impressionné. Comment? Ce sont des homoncules. Je les mets quelquefois. Oh, pardon. Je leur mets quelquefois des têtes de poupées. Mais là, j'étais pressée. C'est quoi des homoncules? Des humains miniatures, a-t-il répondu, sur un léger ton dédaigneux, sous-entendant que seul un idiot pouvait l'ignorer. Et là, on a une image d'Enoch
Le soldat d'Argile que j'avais rapporté s'est remis à vagabonder. Enoch l'a repoussé du pied vers le groupe. Ses semblables paraissaient détraqués. Ils se cognaient les uns dans les autres, tels des atomes excités. « Allez, battez-vous, bande de lafettes !» leur a-t-il demandé. J'ai soudain compris qu'il échangeait des coups de pied et de poing. L'homme errant ne semblait pas disposé à combattre. Voyant qu'il désertait une nouvelle fois, Enoch s'est emparé de lui et lui a arraché les jambes. Voilà ce qu'on fait aux insoumis dans mon armée. Il a balancé le petit soldat infirme dans l'herbe, où il s'est tortillé de façon grotesque, tandis que les autres se jetaient sur lui. Tu traites tous tes jouets comme ça? Pourquoi? Tu les plains? Je ne sais pas, je devrais. Non, sans moi, il ne serait pas vivant. J'ai ri. Enoch m'a étudié, en fronçant les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tu viens de dire une plaisanterie. Tu n'es pas très futé, hein, a-t-il observé. Regarde ça. Il a capturé un des soldats et lui a arraché ses vêtements. Puis, il l'a sectionné en plein milieu et ôte de son torse poisseux un cœur minuscule. Le soldat est aussitôt redevenu mou. Enoch a saisi l'organe entre le pouce et l'index et me le présente. C'est un cœur de souris. Je suis capable de prendre la vie d'une créature pour l'offrir à une autre. Un être d'argile comme ce soldat, ou une créature qui a été vivante autrefois, mais qui ne l'est plus. Il a glissé le cœur dans une poche de sa salopette et m'a indiqué du menton les autres soldats. Quand j'aurai trouvé comment les entraîner, j'en ferai toute une armée, et en beaucoup plus grand. Il a levé un bras au-dessus de sa tête pour me donner une idée de leur taille, puis m'a interrogé. Et toi, qu'est-ce que tu sais faire? Moi, rien de spécial. Je veux dire, je n'ai rien d'aussi extraordinaire que toi. Dommage. Et tu vas quand même venir vivre avec nous. À l'entendre, il ne le souhaitait pas particulièrement. C'était une simple curiosité. Je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchi. C'était un mensonge, bien sûr. J'y avais pensé, plutôt sous forme de rêverie. Il m'a observé d'un air méchant. Tu n'en as pas envie? Je ne sais pas encore. Il a hoché lentement la tête, comme s'il venait juste de me comprendre. Puis il s'est penché vers moi et m'a dit à voix basse. Emma t'a parlé de carnage au village. Carnage quoi? Enoch s'est détourné. Non, rien. C'est un jeu auquel on joue, à quelques-uns. Je me suis senti vaguement manipulé. Elle ne m'en a pas parlé. Enoch s'est rapproché de moi. Ce n'est pas assez étonnant. Je parie qu'il y a beaucoup de choses qu'elle préfère que tu ignores sur cet endroit. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'alors, tu verrais que ce n'est pas aussi génial qu'on essaye de te le faire croire, et tu ne resterais pas. Quel genre de choses? Je ne peux pas te le dire, s'est-il défendu, avec un sourire diabolique. Ça pourrait me valoir de gros ennuis. Comme tu voudras. Je me suis levé pour partir, il m'a retenu par la manche. Attends. À quoi bon attendre si tu ne veux rien me dire? Il s'est frotté le menton. Je n'ai pas le droit de parler, mais je ne peux pas t'empêcher de monter au premier étage et de jeter un coup d'œil dans la chambre au fond du couloir. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mon ami Victor, et il a très envie de te rencontrer. Tu devrais aller discuter avec lui. Entendu, j'y vais. J'ai pris la direction de la maison. Enoch a sifflé pour attirer mon attention. Il a mimé le geste de passer la main sur le chambranle d'une porte et articulé en silence. La clé. La clé. Pourquoi j'aurais besoin d'une clé s'il y a quelqu'un dans la chambre? Il s'est détourné sans répondre. Je suis rentrée dans la maison d'un pas nonchalant et j'ai monté l'escalier l'air de rien, comme si j'avais affaire là-haut. Excuse-moi. J'ai atteint le palier sans avoir rencontré personne et emprunté le couloir jusqu'à la dernière porte. Elle était fermée à clé. J'ai
pièce à coucher, avec une armoire, une commode, un vase de fleurs fraîchement coupé trônait sur la table de chevet. Le soleil, filtré à travers des rideaux couleur moutarde, peignant la pièce d'une lumière ambrée. J'ai mis un petit moment à remarquer que le jeune homme allongé dans le lit, les yeux fermés et la bouche entr'ouverte à moitié cachée par un drap de dentelle. Je me suis figé, craignant l'avoir réveillé. J'ai reconnu son visage. Sa photo figurait dans l'album de Miss Peregrine. Mais il ne l'avait jamais croisé. Je ne l'avais croisé, pardon. Au repas, ni ailleurs dans la maison. Sur les clichés, il dormait dans un lit, exactement comme maintenant. Était-il en quarantaine parce qu'il souffrait d'une maladie du sommeil? Enoch essayait-il de me la faire contracter? Bonjour, ai-je chuchoté. Tu es réveillé? Le garçon n'a pas bronché. J'ai posé une main sur son bras et je l'ai secoué doucement. La tête a roulé sur le côté. Hop, il y a une image. Attention, hop. Oups, pardon. Voilà. Je crois que c'est la chambre. Je crois que c'est la chambre. Une pensée terrible m'a traversée. J'ai approché une main devant sa bouche. Je n'ai pas senti sa respiration. J'ai effleuré ses lèvres. Elles étaient froides comme de la glace. Choqué, j'ai retiré précipitamment la main. Un bruit de pas derrière moi m'a alerté. J'ai fait volte-face et découvert Bronwyn dans l'embrasure de la porte. « Tu n'as rien à faire ici », a-t-elle sifflé. « Il est mort. » Elle a contemplé le garçon et fait la moue. « C'est Victor. » Je me suis brusquement rappelé où j'avais vu son visage. C'était le garçon qui soulevait le rocher sur les photos de mon grand-père. Victor était le frère de Bronwyn. Depuis combien de temps était-il mort? C'était impossible à dire. Dans cette boucle, 50 ans pouvaient s'écouler et paraître une seule journée. Que lui est-il arrivé? Et si je réveillais ce bon vieux Victor, a fait une voix derrière nous? Je pourrais l'interroger directement. Enoch est entré dans la chambre. Il a refermé la porte derrière lui. Bronwyn l'a regardé avec des yeux pleins d'espoir, des joues baignées de larmes. Tu voudrais bien? Oh, s'il te plaît, Enoch. Je ne devrais pas. Je commence à être à court de cœur et il en faut un paquet pour réveiller un être humain. Même une minute. Bronwyn est allée caresser du bout des doigts les cheveux du garçon mort. S'il te plaît, a-t-elle imploré. Ça fait une éternité qu'on ne lui a pas parlé. C'est joyeux tout ça. Alors, Enoch a fait mine de réfléchir. J'ai bien quelques cœurs de vache en conserve à la cave, mais je déteste utiliser des ingrédients de mauvaise qualité. C'est toujours mieux quand ils sont frais. Bronwyn s'est mise à pleurer pour de bon. Une larme est tombée sur la veste du garçon. Elle s'est empressée de l'essuyer avec sa manche. Arrête de chialer, l'a rabroué Enoch. Tu sais bien que je ne supporte pas ça. D'ailleurs, c'est cruel de réveiller Victor. Il est bien là où il est. Où est-il? Me suis-je informé. Qui sait, à chaque fois qu'on le réveille pour discuter, il est affreusement pressé de repartir. Ce qui est cruel, c'est de manipuler Bronwyn ainsi et de m'avoir fait marcher, ai-je dit. Et si Victor est mort, pourquoi ne l'enterriez-vous pas? Pourquoi ne l'enterrez-vous pas? Tout simplement. J'ai du mal à lire, excuse-moi. Bronwyn m'a toisé avec ironie. Parce qu'on ne le verrait plus. Ne sois pas dur, l'ami, s'est défendu Enoch. Je t'ai suggéré de monter ici, parce que je voulais que tu aies toutes les cartes en main. Je suis de ton côté. Ouais. Et alors, comment Victor est-il mort? Bronwyn a levé les yeux au ciel. Il a été tué par un... Aïe! Enoch vient de lui passer le bras. Chut, ce n'est pas à toi de lui dire. C'est ridicule, me suis insurgé. Si vous refusez de me répondre, j'irai poser la question à Miss Peregrine. Bronwyn apparaît effrayée. Non, ne fais pas ça. Ah bon? Pourquoi? L'oiseau n'aime pas qu'on parle de Victor. C'est à cause de lui qu'elle porte du noir en permanence, tu sais. Mais surtout, elle ne doit pas apprendre qu'on est venu ici. Elle nous pendrait par les orteils. Comme
hasard, le pas de Miss Peregrine a résonné dans l'escalier. Bronwyn a pâli, et on est sorti en coup de fouet. Enoch aussi a filé. Je lui ai barré le chemin. Pousse-toi, a-t-il sifflé. Dis-moi ce qui est arrivé à Victor. Je ne peux pas. Alors parle-moi de carnage au village. Ça non plus, je ne peux pas. Il a fait une nouvelle tentative pour me contourner avant de capituler. Bon, d'accord, mais ferme la porte. J'ai obéi au moment où Miss Peregrine atteignait le palier. Nous sommes restés debout, l'oreille collée au battant, pour vérifier si elle ne nous avait pas entendus. Le pas de la directrice se rapprochait et arrêtait à la moitié du couloir. Une porte s'est ouverte en grinçant et refermée. Elle est entrée dans sa chambre, a chuchoté Enoch. Alors, carnage au village. Enoch a pris un air vaincu et m'a fait signe de m'éloigner de la porte. Je l'ai suivi dans la chambre. Je me suis penchée pour qu'il puisse tout me raconter. Alors, comme je te l'ai dit, c'est un de nos jeux. Son nom est assez parlant. Vous faites réellement un carnage au village. On écrase tout. On poursuit les gens. On vole ce qu'il nous plaît, pardon. On met le feu. C'est très amusant. Mais c'est odieux. Il faut bien qu'on exerce nos talents d'une manière ou d'une autre, au cas où on aurait besoin un jour de se défendre. Sinon, on se rouille. En plus, il y a des règles. On n'est pas autorisé à tuer qui que ce soit. On peut juste leur faire un peu peur. Et si quelqu'un est blessé le lendemain, il est sur pied et c'est oublié. Est-ce qu'Emma joue avec vous? Non. Elle est comme toi. Elle dit que c'est mal. Parfaitement. Il a roulé les yeux. Vous vous êtes bien trouvés tous les deux. Qu'est-ce que tu entends par là? Il s'est dressé de toute sa hauteur, 1,60 m. Mais moi je suis plus grand, pardon, pour m'enfoncer un doigt sur la poitrine. N'essaye pas de me donner des leçons. Si on ne se défoulait pas sur ce satané village de temps en temps, on aurait quasiment tous perdu les pédales depuis des lustres. Il a regagné la porte, a posé une main sur la poignée avant de se retourner vers moi. Et si tu nous trouves mauvais, attends un peu de voir les autres. Qui ça, les autres? Mais enfin, de qui vous parlez tous? Il a mis un doigt sur ses lèvres pour me faire taire. Mais puis, il est sorti. De nouveau seul, je me suis approché du corps allongé du lit. Que t'est-il arrivé, Victor? Peut-être est-il devenu fou et s'est-il suicidé? Peut-être était-il tellement écœuré par cette éternité sans avenir qu'il avait avalé de la mort au rat ou sauté d'une falaise, à moins que ce soit eux les responsables. Eux, c'est-à-dire ces autres dangers auxquels Miss Peregrine fait allusion. J'ai quitté la chambre. Je me dirigeais vers l'escalier quand j'ai entendu la voix de Miss Peregrine derrière une porte entrebâillée. Je me suis faufilé dans la pièce voisine où je suis resté caché jusqu'à ce qu'elle passe devant moi. Alors j'ai remarqué une paire de bottes posées au pied du lit. Les bottes d'Emma. J'étais dans sa chambre. Une commode surmontée d'un miroir était adossée à un mur. En face, un secrétaire jouxtait, je ne connais pas ce mot, désolé, jouxtait une penderie. C'était la chambre d'une petite fille ordonnée, qui n'avait rien à dissimuler. Du moins, c'est ce qu'il me semblait, jusqu'à ce que je découvre son carton à chapeau dans la penderie. Il était fermé avec de la ficelle et portait l'inscription suivante au crayon gris. Personnel, correspondance d'Emma Bloom, ne pas ouvrir. Avant d'agiter les dessous rouges sous le mufle d'un taureau, je me suis assis avec la boîte sur les genoux et j'ai tiré sur la ficelle. Le carton contenait une bonne centaine de lettres, toutes écrites par mon grand-père. Mon cœur s'est emballé. C'était le genre de trésor que j'espérais trouver lorsque j'ai exploré la ruine de l'orphelinat. Bien sûr, je me reprochais mon indiscrétion. Mais, puisque les habitants de cette maison s'obstinaient à me faire des cachotteries, j'étais bien obligé de chercher la vérité par moi-même. J'aurais voulu lire toutes les lettres, mais j'avais peur de me faire surprendre. Je me suis donc contenté de les feuilleter pour avoir
croissante à la beauté d'Emma, dans un anglais maladroit. Tu es belle comme une fleur, tu as bonne odeur aussi, je peux te cueillir. Dans une autre, je suis tombée sur une photo de lui. Il posait sur une bombe, une cigarette aux lèvres. Au fil du temps, ses lettres devenaient plus courtes et moins fréquentes. Dans les années 50, il n'en avait plus qu'une par an. La dernière est datée d'avril 1963. L'enveloppe ne contenait pas de lettres, seulement quelques photos, 2 instantanés d'Emma qui lui renvoyaient. Sur la première, la plus ancienne, on la voyait éplucher des pommes de terre en fumant la pipe de Miss Peregrine, visiblement en réponse au cliché de la bombe. La suivante était plus triste. Emma avait dû l'envoyer à Grandpa, après être restée un long moment sans nouvelles de lui. La troisième photo, le dernier message qu'il lui ait jamais adressé, montrait mon grand-père adulte, une petite fille dans les bras. Des photos. Bon, d'abord celle-là. Je sais pas si tu vois bien. Normalement, oui. Je les trouve magnifiques, les photos. Oh, il y en a d'autres. Attends, je te montre ça. Est-ce que tu vois bien? Oui. Je crois que c'est Miss Peregrine, mais je suis pas sûre. Et celle-là, il y a un mot décrit. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression d'être en cage sans toi. Pourquoi ne m'écris-tu pas? Je m'inquiète tellement. 1000 baisers, Emma. Et la photo du grand-père avec la petite fille dans les bras. Je pense que c'est sa fille. Avec écrit voilà pourquoi. Il est devenu papa. Pauvre Emma. J'ai fixé la dernière photo une bonne minute avant de comprendre qui était la fillette. C'était ma tante Suzy, âgée de 4 ans à l'époque. Il n'y avait pas d'autres lettres. Je me suis demandé combien de temps Emma avait continué à écrire à mon grand-père sans recevoir de réponse. Est-ce qu'il avait fait, et ce qu'il avait fait de ces missives, les avait-il jetées, rangées quelque part? C'était sûrement l'une d'elles que mon grand-père et ma tante avaient trouvées quand ils étaient enfants. Ils avaient alors cru à tort que leur père était un menteur et un mari infidèle. J'ai entendu quelqu'un se racler la gorge derrière moi. Je me suis retournée brusquement. Emma, sur le seuil, me fusillait du regard. J'ai piqué un phare et rangé précipitamment les lettres. Mais c'était trop tard. J'étais fait comme un rat. Je suis désolée, je ne devrais pas être là. À qui le dis-tu? A-t-elle répondu d'une voix glaciale. Mais je t'en prie, continue ta lettre, je ne voudrais pas t'interrompre. Elle s'est approchée de la commande en tympan des pieds, a tiré brusquement un tiroir qui s'est écrasé par terre. Pendant que tu n'as qu'à aussi fouiller dans mes sous-vêtements. Je suis vraiment désolée, et je répétais. Je ne fais pas ce genre de choses d'habitude. Bien sûr, tu es trop occupée à épier les dames derrière les fenêtres, je suppose. Elle est venue se camper devant moi, blême de rage, tandis que je me débattais pour remettre les lettres dans la boîte. Il y a une façon de les ranger. Passe-moi ça, tu fais n'importe quoi. Elle m'a poussé sur le côté pour s'asseoir sur le lit. Puis elle a vidé la boîte par terre et s'est mise à organiser les lettres en tas à la vitesse d'une employée d'une ripostale. Je les regardais faire en silence. De toute façon, je n'avais rien à dire pour ma défense. Lorsque sa colère est un peu retombée, elle m'a lancé. Si j'ai bien compris, tu te demandes ce qu'il y avait entre Abe et moi. Tu aurais pu m'interroger, tu sais. Je ne voulais pas mettre mon nez dans tes affaires. C'est réussi. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai réfléchi. Par où commencer? Juste ce qui s'est passé. C'est ça, on tire un trait sur tous les moments agréables et on va directement à la fin. C'est tout simple en fait. Il est parti. Il m'a dit qu'il m'aimait, il m'a promis de revenir un jour, mais il n'est jamais revenu. Il était obligé, non, pour se battre. Obligé, je ne sais pas. Je ne supportais pas l'idée de rester là, à l'abri, pendant que son peuple se faisait massacrer. Il prétendait que c'était son devoir d'aller combattre aux côtés des siens. J'en ai déduit que, pour lui, le devoir comptait davantage que moi. Bref, j'ai attendu, et je me faisais un sang d'encre pendant toutes ces
blessé. Quand la guerre s'est enfin terminée, il m'annonçait qu'il ne pouvait pas revenir, qu'il deviendrait fou allié. Il prétendait qu'il avait appris à se défendre et qu'il n'avait plus besoin d'une nounou, comme l'oiseau pour veiller sur lui. Il a fui vers l'Amérique, affirmant qu'il allait nous trouver une maison là-bas et qu'ensuite il reviendrait me chercher. Alors j'ai encore attendu, tellement que si j'étais partie le rejoindre, j'aurais eu 40 ans. Mais entre-temps, il a rencontré une femme ordinaire. Il l'a épousée, fin de l'histoire. Je suis désolée, je ne savais pas. Ça fait longtemps, j'y pense à peine. Tu lui en veux d'être coincée ici. Elle m'a lancé un regard acéré. Qui te dit que je suis coincée? Puis elle a soupiré. Non, je ne lui en veux pas. Il me manque, c'est tout. Encore maintenant, chaque jour. Elle a terminé de trier les lettres et a refermé la boîte. Voilà, tu sais tout. Toute ma vie amoureuse tient dans ce carton poussiéreux. Elle a pris une profonde inspiration, fermé les yeux, pincé l'arête de son nez. Une fraction de seconde, j'ai entrevu la vieille femme dissimulée derrière ses traits délicats. Mon grand-père lui avait brisé le cœur et, après toutes ces années, les blessures n'avaient toujours pas cicatrisé. J'ai eu envie de lui passer un bras autour des épaules, mais quelque chose m'a retenu. J'avais fait connaissance d'une jeune femme belle, drôle, fascinante et, oh, miracle, qui semblait m'apprécier. Mais je venais de comprendre que ce n'était pas moi qui lui plaisais. Je n'étais que la doublure de mon grand-père. Hop, on passe de l'autre côté. Cela suffisait à calmer mes ardeurs. Certains mecs prétendent qu'ils seraient incapables de sortir avec l'ex d'un copain. Ils trouvaient ça choquant. Leur seul critère, sortir avec l'ex de son grand-père. Selon leurs critères, sortir avec l'ex de son grand-père friserait probablement l'inceste. Et honnêtement, un peu la gérontophilie, mais bon. L'instant d'après, Emma a posé une main sur mon bras, la tête sur mon épaule, et j'ai senti son menton avancer vers le mien. Même si je n'étais pas un expert en langage corporel, le message était assez clair. Embrasse-moi. Après quelques secondes, je devais faire un choix. Lui donner un baiser ou la vexer en reculant. Or, je l'ai déjà baisé une fois. Ce n'est pas que je ne voulais pas l'embrasser. En fait, j'en avais très envie. Mais pas à quelques centimètres des lettres d'amour que lui avait envoyé mon grand-père et qu'elle conservait telles des reliques. Quand sa joue a effleuré la mienne, j'ai dit le premier truc qui m'a passé par la tête. Il y a quelque chose entre Enoch et toi. Elle s'est écartée brusquement, m'a regardé comme si je lui avais suggéré de cuisiner des chiots pour le dîner. Quoi? Certainement pas, d'où tu sors cette idée saugrenue? De lui. Il est plein de rancœur quand il parle de toi. J'ai l'impression de m'incruster dans son jeu. Il n'est pas content de me voir traîner dans les parages. Primo, il n'y a pas de jeu où tu pourrais t'incruster. Et secondo, c'est un idiot jaloux et un menteur. Vraiment? Vraiment quoi? C'est vraiment un menteur? Elle a plissé les yeux. Pourquoi? Quelle sottise a-t-il bien pu te raconter? Emma, qu'est-il arrivé à Victor? Elle a paru ébranlée. Quand elle a secoué la tête et murmuré: quel imbécile égoïste! Il y a une chose dont personne ne veut me parler, j'insistais. De quoi s'agit-il? Je ne peux pas te le dire. Je n'entends que ça. Je n'ai pas le droit de parler de l'avenir. On vous interdit de parler du passé. Miss Peregrine nous a tous muselés. Le dernier souhait de mon grand-père était que je revienne ici. Pour découvrir la vérité. Est-ce que ça ne signifie rien pour toi? Puis elle a pris ma main, l'a posée sur ses genoux et l'a contemplée. Elle semblait chercher des mots justes. Tu as raison, a-t-elle fini par admettre. Il y a quelque chose. Dis-moi. Pas maintenant, a-t-elle chuté. Ce soir. Nous avons continué de nous regarder plus, de nous retrouver. Pardon. J'ai vraiment du mal sans mes lunettes. Nous avons convenu de nous retrouver plus tard dans la soirée, lorsque mon père et Miss Peregrine seraient endormis. Pour Emma, c'était la seule solution. Ici, les murs avaient des oreilles, et nous ne pouvions pas nous éclipser ensemble pendant la journée sans éveiller les soupçons. Pour cultiver l'illusion que nous n'avions rien à cacher, nous avons passé le reste de l'après-midi à flâner dans le jardin à la vue de tous. Au coucher du soleil, j'ai repris seule la direction du marais. Au XXIe siècle, il continuait à pleuvoir. J'ai retrouvé le pub avec soulagement, heureux de me mettre à l'abri. Mon père était attablé devant une bière, seul. J'ai tiré la chaise face à lui,
et brodé sur le thème de ma journée tout en m'essuyant la figure avec des serviettes en papier. Avec un peu d'entraînement, mon tir était de plus en plus facile. De toute façon, papa m'écoutait à peine. Ouais, c'est intéressant, disait-il entre deux gorgées de bière, le regard perdu dans le vague. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fâché contre moi? Non, non, ça n'a rien à voir. Il allait me donner une explication, mais c'est ravisé. Bah, c'est ridicule. Allez, papa, s'il te plaît. C'est juste ce type qui s'est pointé il y a 2 jours, un autre ornithologue. Quelqu'un que tu connais? Papa a secoué la tête. Je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai d'abord pensé à un vulgaire amateur, mais je n'arrête pas de le croiser. On va sur les mêmes sites, dans les mêmes zones de nidation. Il prend des notes, c'est clair qu'il sait ce qu'il fait. Tout à l'heure, il avait une cage avec une paire de prédators. Preuve que c'est un pro. Des prédators, des jumelles, 2 optiques de pro. Il a chiffonné, puis lissé son set de table en papier à 3 reprises. Un tic nerveux. Je pense avoir un scoop avec cette population d'oiseaux, tu vois. Je voulais vraiment faire un livre exceptionnel. Et voilà cet abruti qui débarque. Jacob. Oh, pardon, je voulais dire, c'est empaffé. Je connais pas cette insulte. Mon père éclatait de rire. Merci mon grand, ça va aller. Ton livre sera exceptionnel. Je ne sais pas, a-t-il avoué en haussant les épaules. J'espère. Il n'avait pas l'air très sûr de lui. Je prévoyais déjà la suite des événements. Je connaissais trop bien ce cycle dont il était prisonnier. Papa se prenait de passion pour un projet et en parlait non-stop pendant des mois. Puis un obstacle se dressait sur son chemin, mettait du sable dans les rouages. Alors il se décourageait, il abandonnait son projet, passait au suivant et ainsi de suite. C'est pourquoi une dizaine de manuscrits inachevés dormaient dans les tiroirs de son bureau. Pourquoi l'oisellerie qu'il voulait ouvrir avec tant de sujets n'a jamais vu le jour, et pourquoi il y a un diplôme supérieur en langue asiatique sans avoir jamais mis les pieds en Asie. À 46 ans, il se cherchait encore, tout en essayant de prouver qu'il n'était pas dépendant financièrement de ma mère. Il avait clairement besoin d'encouragement. Comme je ne me sentais pas qualifié pour le remotiver, j'ai préféré changer subtilement de sujet. Où il loge, ce pot de colle? Je croyais qu'on occupait les seules chambres disponibles de l'île. Il doit camper. Par ce temps. C'est fréquent chez les mordus d'ornithologie. Ils prétendent que vivre à la dure te rapproche de ton sujet d'étude, physiquement et psychologiquement. De pure synepsie. J'ai ri. Alors pourquoi tu n'es pas dehors, l'ai-je taquiné. J'ai aussitôt regretté mes paroles. Pour la raison qui fait que mon livre ne verra jamais le jour, a répondu mon père, plein d'amertume. Il y a toujours quelqu'un de plus zélé que moi. Je me suis tortillé sur ma chaise, mal à l'aise. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Chut. Papa s'est raidi. Il a jeté un coup d'œil furtif vers la porte. Regarde discrètement, il vient d'entrer. Je me suis caché derrière le menu pour voir sans être vu. Un grand barbu débraillé se tenait sur le sol, tout dégoulinant de pluie. Il portait un chapeau de marin, des lunettes noires et plusieurs vestes superposées qui lui donnaient une certaine corpulence et accentuaient son allure de clochard. J'adore le look Père Noël SDF, ai-je soufflé, pas facile à porter, très avant-gardiste. Mon père n'a pas relevé. L'homme s'est approché du bar et le volume des conversations a baissé d'un cran. Kev lui a donné ce qu'il voulait boire, puis a disparu dans la cuisine. Le type a attendu, le regard fixé devant lui. Au bout d'1 minute, Kev est revenu avec un sac en plastique. L'homme a posé quelques billets sur le comptoir et a regagné la porte avec sa commande. Avant de sortir, il s'est retourné pour scruter longuement la salle. Qu'est-ce qu'il a commandé? A crié mon père dès que la porte s'est refermée. Des steaks, a répondu Kev, comme il se fichait de la cuisson. Il les a eus bien saignants, 10 secondes de chaque côté, et qu'ils ne viennent pas se plaindre. Des habitués ont grogné un commentaire, puis les conversations ont repris leur volume normal. Du steak cru, ai-je fait remarquer à mon père. C'est un peu bizarre, même pour un ornithologue, non? C'est peut-être un crudivore. Ouais, c'est ça. Ou alors il en a marre du sang des agneaux. Papa a roulé des yeux. Il a sûrement un réchaud à gaz, il préfère cuire ses aliments lui-même. Sous la pluie. Et pourquoi tu le défends d'abord? Je croyais que c'était ton ennemi juré. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes,
allé sur le lit et s'est endormi instantanément. Si son sommeil est aussi profond que le suggéraient ses ronflements, je pouvais filer tranquille. J'ai pris mon manteau et je suis partie retrouver Emma. Alors, dans les rues désertes, le silence était tel qu'on entendait presque tomber la rosée. De fins nuages s'étiraient dans le ciel et la lune était juste assez lumineuse pour éclairer le chemin. Alors que je franchissais la crête, j'ai soudain eu une sensation désagréable. J'ai contemplé le paysage. Un homme m'observait, debout, dans un pré voisin. Il avait les mains à la hauteur de son visage et les coudes écartés, comme s'il tenait des jumelles. Probablement un berger qui montait la garde près de ses moutons. Mon premier réflexe a été de me dire « Mince, je suis repéré ». Le guetteur n'a pas bronché. Je l'ai fixé aussi, hésitant. Puis, je me suis fait une raison, que je continue ou que je rebrousse chemin. La nouvelle de mon escapade nocturne parviendrait aux oreilles de mon père. Autant poursuivre. J'ai salué le type d'un geste et je me suis enfoncé dans le brouillard glacé. De l'autre côté du cairn, le ciel était limpide. La lune, incroyablement lumineuse, ressemblait à un gros ballon jaune. Au bout de quelques minutes, Emma est arrivée en pataugeant dans le marais. Elle s'est excusée de son retard et m'a noyée sous un flot de paroles. Les petits ont mis des siècles à aller au lit. Au moment où je sortais, j'ai surpris Hugues et Fiona qui se bécotaient dans le jardin. Mais ne t'inquiète pas, ils m'ont promis de ne rien dire à condition que je garde leur secret. Elle s'est pendue à mon cou. Tu m'as manqué, pardon pour tout à l'heure. Je lui ai tapoté maladroitement le dos. Non, c'est moi qui suis désolée. Alors, discutons. Elle s'est reculée. Pas ici, je connais un meilleur endroit, un endroit exceptionnel. Je ne sais pas. Elle m'a pris la main. Allez, tu vas adorer, j'en suis sûre. Et une fois là-bas, je te dis tout. Ça sentait la ruse pour m'inciter à sortir avec elle. Si j'avais été plus vieux, plus expérimenté, ou si j'avais eu l'habitude d'être dragué par des filles aussi craquantes, j'aurais peut-être exigé des explications ici et maintenant. Mais je n'étais rien de tout cela, et le courage m'a manqué. En plus, elle avait cette façon de me dévisager, admirative avec un sourire rayonnant, et cette manie de glisser une mèche de cheveux derrière son oreille. J'étais prêt à l'aider, à faire tout ce qu'elle me demanderait. En un mot, j'étais conquis. Je l'accompagne, mais je ne l'embrasse pas, ai-je décidé. Je me suis répété cette résolution comme un mantra, tandis qu'elle me guidait à travers le marais. Je ne l'embrasse pas, je ne l'embrasse pas. Elle m'a entraîné vers la ville et bifurqué sur un sentier escarpé qui descendait la petite plage rocheuse face au phare. En arrivant au bord de l'eau, elle m'a ordonné de l'attendre et est partie en courant chercher quelque chose. J'ai patienté en contemplant le phare, dont le puissant faisceau éclairait par intermittence les colonies d'oiseaux de mer nichés dans des trous de falaises, de grands rochers découverts par la marée basse et une embarcation pourrie, à demi ensevelie dans le sable. Emma est réapparue en maillot de bain équipé d'un masque de plongée. Elle m'en a tendu un second. Ah non, pas question. Tu devrais quand même te déshabiller, a-t-elle insisté en regardant mon jean et mon blouson d'un air dubitatif. Ça ne va pas être pratique pour nager. Je n'ai aucune intention de nager. Si j'acceptais de te retrouver au milieu de la nuit, c'est seulement pour parler. Pas pour... On va parler. Sous l'eau, en caleçon. Elle m'a balancé du sable du bout des pieds et s'est éloignée de quelques pas avant de revenir. Je ne vais pas
passé à bord et m'a aidé à monter. Elle m'a tendu une rame et nous avons pagayé en direction du phare. La nuit était tiède et la mer calme. Je me suis laissé bercer par le clapotis de l'eau. À une centaine de mètres du phare, Emma a cessé de ramer. Elle s'est levée, a enjambé le bord de l'embarcation. À ma grande surprise, elle n'a pas disparu dans les flots. L'eau lui est arrivée aux genoux. Tu es sur un banc de sable? Non. Elle a fouillé au fond du canoë, où elle a sorti une petite ancre. Celle-ci a coulé sur environ 1 mètre, avant d'émettre un clang métallique. Peu après, le phare a éclairé la mer devant nous. J'ai vu que nous étions sur la coque d'un bateau. On est sur une épave. Viens, on y est presque. Prends ton masque. Emma s'est éloignée sur le bateau naufragé. J'ai quitté l'embarcation avec 1000 précautions pour la rejoindre. Un observateur resté sur la côte aurait pu croire que nous marchions sur l'eau. C'est grand comme quoi ce truc, ai-je demandé. Immense, c'est un vaisseau de guerre allié. Il a sauté sur une mine et coulé ici. Ne regarde pas le phare pendant quelque temps. Laisse tes yeux s'habituer à l'obscurité. Nous nous sommes tournés face à la côte et nous avons attendu. De petites vagues nous léchaient les cuisses. Très bien, a fait Emma au bout d'un moment. Maintenant suis-moi. N'oublie pas de prendre une grande inspiration. Elle s'est approchée d'un trou sombre dans la coque du bateau, probablement une porte. Elle s'est assise sur le bord et a plongé. C'est dingue, ai-je pensé, juste avant d'enfiler le masque et de plonger derrière elle. En scrutant l'obscurité entre mes pieds, j'ai vu qu'Emma descendait une échelle. J'ai empoigné le premier barreau et je l'ai suivi jusqu'à la surface plane métallique. J'ai supposé que nous étions dans la soute du cargo, mais il faisait trop sombre pour distinguer ce qui nous entourait. J'ai saisi le coude d'Emma et j'ai fait le geste des plongeurs pour indiquer que j'avais besoin de respirer. Elle m'a tapoté le bras avec condescendance et a pris un tuyau en plastique qui pendait non loin de là. Il était relié à la canalisation remontant le long de l'échelle jusqu'à la surface. Emma m'a mis le tube dans la bouche et soufflé fort. Puis elle a aspiré une coulée d'air et m'a passé le tuyau. J'ai inspiré à mon tour, sidéré. Nous étions à 5 mètres sous l'eau, dans une vieille épave, et nous respirions. Emma a désigné une porte en face de nous. Un trou noir dans une purée de bois. J'ai secoué la tête pour refuser. Elle m'a pris par la main, comme un bambin effrayé, et m'a guidé vers le trou, en emportant le tube. De l'autre côté de la porte, l'obscurité était complète. Le silence était profond, troublé seulement par des bruits de bulles et des coups sourds provenant de l'intérieur du bateau, sûrement des morceaux de la coque brisée qui cognaient avec le courant. Je me sentais comme un astronaute flottant dans un univers sans étoiles. Et soudain, j'ai assisté à un spectacle aussi magnifique que stupéfiant. Une à une des étoiles se sont allumées dans l'obscurité, des petits éclairs verts ici et là. J'ai d'abord cru que j'étais victime d'une hallucination, mais les étoiles étaient de plus en plus nombreuses et bientôt une véritable galaxie a surgi, éclairant nos corps et nos masques. Emma a agité le poignet. Au lieu de produire une boule de feu, sa main s'est mise à luire d'un bleu scintillant. Les étoiles vertes se sont rassemblées autour d'elle. Elles produisaient des mouvements. Des poissons. J'étais tellement émerveillée que j'ai perdu toute notion du temps. Les quelques minutes que nous avions passées dans cette cale obscure m'ont paru des heures. Nous avons rebroussé chemin et remonté l'échelle. En sortant la tête de l'eau, j'ai vu la voie lactée, blanche et nette dans le ciel nocturne, et j'ai songé qu'ensemble, poissons et étoiles formaient un système complet. Les parties d'un tout ancien et mystérieux. Nous nous sommes hissés sur l'épave et nous avons retiré nos masques, puis nous sommes restés longtemps assis dans l'eau, l'un contre l'autre, sans parler. Qu'est-ce que c'était? Je finis par lancer. On appelle ça des poinçons lanternes ou étincelles. J'en ai jamais encore vu. La plupart des gens ne les voient pas et ils se cachent. Ils sont magnifiques. Oui, et particuliers. Emma a souri. Oui, ça aussi. Elle m'a posé une main sur le genou. Je l'ai laissé parce que son contact était chaud et agréable dans l'eau froide. La voix dans ma tête qui me commandait de ne pas l'embrasser s'était tue. Alors nous nous sommes embrassés. Au contact des lèvres d'Emma, de sa joue blanche et parfaite, j'ai cessé de me demander ce qui était bien ou mal. J'ai même oublié la raison
suivi jusqu'ici. Nous avons échangé un long baiser fougueux. Emma s'est écartée de moi. J'ai suivi son visage. Attends. J'ai suivi son visage avec le mien. Elle m'a posé une main sur la poitrine, à la fois douce et ferme. Laisse-moi respirer, idiot. J'ai ri, d'accord. Elle m'a pris les mains et m'a regardé. Je lui ai rendu son regard. C'était presque plus intense que de s'embrasser. Puis elle a déclaré: tu devrais rester. Rester, ici, avec nous. Ces paroles ont cheminé jusqu'à mon cerveau. La magie de l'instant s'est estompée. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Pourquoi? J'ai pesé le pour et le contre. D'un côté, le soleil, les fêtes, les amis. De l'autre, la monotonie de ces journées, toutes parfaitement identiques. On se lasse même des bonnes choses quand on en a trop. J'ai songé à tous ces objets de luxe que ma mère rapportait à la maison et dont elle se désintéressait aussitôt. Mais Emma, il y avait Emma. Je pourrais peut-être passer un moment dans la boucle, le temps que durerait notre aventure, et rentrer chez moi ensuite. Non, lorsque je voudrais partir, il sera trop tard. Emma était ensorcelante comme une sirène. Je devais être fort. C'est Abe que tu veux, pas moi. Je ne peux pas le remplacer. Elle a détourné le regard, blessée. Ce n'est pas pour cela que tu dois rester. Ta place est ici, Jacob. Non, je ne suis pas comme toi. Si. Non, je suis ordinaire comme mon grand-père. Emma a secoué la tête. Tu le crois vraiment? Si j'étais capable de faire quelque chose de spectaculaire, je l'aurais quand même remarqué à l'heure qu'il est. Je ne suis pas censée te l'avouer, mais les gens ordinaires ne peuvent pas entrer dans les boucles temporelles. J'ai réfléchi à ce qu'elle venait de dire sans comprendre. Je n'ai rien de particulier, je suis la personne la plus ordinaire que tu rencontreras jamais. Permets-moi d'en douter. Abe avait un talent rare que presque personne d'autre ne possède. Elle a attendu de croiser mon regard et a achevé. Il voyait les monstres. Et c'est la fin du chapitre.